vous êtes l'un des avocats des accusés de l'affaire Boffa Bayotte. Aujourd'hui, où en est le dossier? Oui, je confirme que bien qu'il y ait des avocats qui étaient commis par le juge d'instruction à Ziguinchor, ces familles ont eu des craintes à un certain moment quant à la garantie d'un procès juste et équitable, au regard surtout de ce qu'ils ont considéré comme une enquête essentiellement à charge. Et quand ils ont fait la demande d'assistance judiciaire, nous leur avons dit qu'à notre niveau, ce qu'on pouvait faire, évidemment, on ne peut pas le refuser cela parce que nous sommes là pour assister tous les humains, mais que nous appesantirions davantage sur l'aspect d'un procès juste et équitable. C'est comme ça, personnellement, que je suis entré dans ce dossier. Et j'avoue effectivement que les craintes des familles, des personnes mises en cause, se sont révélées parce que depuis lors, aujourd'hui c'est l'anniversaire, mais le dossier ne bouge pas, et ces inquiétudes sont d'autant plus fondées qu'on les a scindées en deux parts. La plus grande part est à Dakar, mais ces inculpés qui sont à Dakar ne peuvent pas accéder à un juge, parce que le juge de Ziguinchor ne peut pas les entendre. Et à Dakar, il n'y a aucune commission rogatoire ou une délégation judiciaire tendant à les entendre. Donc si vous êtes détenu depuis 1 an et que vous ne soyez pas entendu au fond, évidemment, cela pose problème, surtout qu'il y a des cas effectivement très sérieux, surtout le chef de village de Toubacouta, Seyni Sané, qui est âgé de 82 ans, qui est au pavillon spécial et qui est gravement malade. Donc c'est autant de choses qui font effectivement que cette affaire mérite attention. Mais pour vous, maître, c'est quoi la cause de ce blocage? Oui, on ne sait pas. Évidemment, il y a la nature de l'affaire, parce que quand on parle de cette affaire Boffa, évidemment, on ne peut pas, peut-être, les gens la connectent avec l'affaire globale de l'insécurité en Casamance, surtout avec le mouvement rebelle, ou en tout cas les indépendantistes. Donc déjà, c'est une affaire très chargée, et il s'y ajoute effectivement que c'est une affaire grave quand même, parce qu'on a tué un grand nombre de citoyens. Mais de tout ça, je pense, on doit quand même se dire qu'au moins, il faut que la lumière soit faite. Je pense qu'on ne sait pas davantage appesantir cette nécessité de clarifier les choses. Et ça, aussi bien du côté des victimes que du côté des personnes qui sont arrêtées. Parce que même la victime a intérêt à ce que la lumière soit faite. La victime veut connaître réellement ce qui s'est passé. Mais on a cédé à l'émotion d'abord, et on a pensé que ceux qui sont arrêtés sont des coupables, et que ces personnes n'avaient droit à aucun égard, si bien qu'on n'a pas mis évidemment toute la diligence nécessaire pour au moins leur permettre de s'exprimer, de faire valoir leurs droits. Donc il y a aussi l'aspect évidemment de l'imaginaire collectif qui se dit que ces personnes ne méritent aucun égard parce que c'est des personnes qui défient l'autorité nationale, qui tuent à tort et à travers, alors que c'est une affaire qui mérite circonspection, parce que ces personnes vous disent, nous ne pouvons même pas tuer une fourmi. C'est vrai qu'on s'est opposé à un certain moment au niveau du village à la coupe de bois, mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à tuer des personnes. Et ces personnes pensent à de l'infiltration, des personnes mal intentionnées qui savaient qu'il y a des personnes qui allaient venir pour couper du bois et qui ont profité de l'occasion pour commettre ces crimes et faire en sorte que tout cela soit mis sur le dos des villageois, des habitants de Toubacouta. Et c'est pourquoi, évidemment, les familles, en tout cas de ces personnes et les personnes arrêtées, voudraient que la justice se penche très sérieusement sur cette affaire et que leur accorde au moins la présomption d'innocence. Parce que ça, c'est extrêmement important. Tant qu'une personne n'est pas déclarée coupable par une juridiction de jugement, on doit au moins reconnaître cette présomption d'innocence. Malheureusement, c'est des personnes qui semblent avoir été condamnées avant d'être jugées. Mais maître, au regard des lenteurs connues dans le traitement de ce dossier, ça n'aurait pas été mieux de laisser ces mises en cause à Ziguinchor au lieu de les transférer à Dakar? Oui, je pense que ce transfert à Dakar ne se justifie pas. On a beau chercher, on ne trouve pas une raison objective.
Pourquoi les transférer à Dakar? Ça dit qu'on a tendance à... Bon, ça c'est une longue pratique au début de la rébellion, même avec les Abbé Diamacoune, quand il y avait des tensions, on arrêtait et on transférait à Dakar pour montrer que les laisser à Ziguinchor pourraient créer des troubles. Vous voyez, on a créé une psychose de la peur, une psychose de la terreur, de la dangerosité de personnes qui sont réputées, présumées innocentes, comme je l'ai dit. Rien ne s'explique, ce transfert à Dakar ne s'explique pas. Comme je dis, un vieux de 82 ans, chef de village, qui dit que moi je suis innocent, je ne peux même pas porter une arme, mais on l'arrête, on transfère ce vieux à Dakar, il est malade entre les mains des médecins et au pavillon spécial. Il y a d'autres qui sont âgés de 70 ans, il y a 2 ou 3 qui sont âgés de 70 ans, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais je pense qu'on avait les moyens de les laisser à Ziguinchor, de faire une enquête sereine. Parce que ce qui est surtout fondamental, c'est la sérénité dans cette affaire. On ne peut pas, tout en voulant rechercher la vérité, s'inscrire dans une perspective de non-sérénité, de préjugés, de condamnation a priori ou en avance. Et je pense que quand on accuse des personnes de crimes aussi graves que les crimes qui ont été commis, il aurait fallu, de mon point de vue, faire preuve de discernement, de respect des droits de la défense, d'enquête à charge et à décharge. Et l'instruction, justement, a également cette vocation d'informer à charge et à décharge, voir quels sont les moyens de preuve qui sont dans le dossier, voir quels sont les arguments, les alibis des personnes mises en cause, entendre les familles des parties civiles, faire des déplacements, des transports s'il est lié, des expertises au besoin. Et tout ça, vous ne pouvez pas le faire dans un ordre de dispersion comme celui que nous constatons aujourd'hui, où certains sont à Ziguinchor, d'autres à Dakar. Les juges de Dakar n'ont pas reçu de délégation. Ces personnes sont dans le doute, dans l'incertitude totale. Ces personnes ne savent pas qui va les entendre, à quel moment elles seront entendues. Leurs familles également sont dans ce désarroi. Mais comme je l'ai dit, nous n'oublions jamais les victimes, parce que nous sommes des défenseurs des droits humains. Les victimes aussi se disent déjà 1 an et on ne sait rien de ce qui s'est passé. Nous voulons faire notre deuil, mais il faut que la justice nous aide à clarifier le plus rapidement cette affaire. Et donc voilà le dilemme, tout le dilemme d'ailleurs du système judiciaire sénégalais, basé sur des indices, des présomptions d'innocence, mais sur une lenteur inexplicable. Et quand, évidemment, il y a un déphasage entre la date de la commission des supposés faits et la décision rendue, vous avez des perditions de témoignages, vous avez des perditions de mémoire, vous avez évidemment beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui ne vont pas dans le sens d'une justice qui puisse éclairer réellement, qui puisse refléter la réalité des faits. Mais depuis lors, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle reconstitution des faits? Oui, ce n'est pas possible parce que le juge nouvellement affecté qui a pris le dossier il y a au moins 5 à 6 mois est toujours à l'état d'imprégnation du dossier. Donc, il n'a commis aucun acte. Et le premier juge avait commencé par entendre les personnes, mais comme je l'ai dit, il n'a pas entendu plus de 2 à 4 personnes. Donc vous voyez que c'est un dossier qui est toujours au point mort. Il n'y a aucune diligence notable qui a été faite à ce jour. À propos des personnes que vous suivez, que vous défendez, où en est leur état de santé, leurs conditions de détention aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont bonnes? Non, bien entendu, non. D'abord, psychologiquement, quand vous êtes dans cette situation d'incertitude, vous ne pouvez pas vous porter bien. Ensuite, si vous êtes convaincu que vous êtes peut-être condamné en avance, parce que le malheur par rapport à certaines affaires au Sénégal, d'ailleurs ça s'est vérifié avec l'affaire Imam Ndao, c'est que l'enquête est biaisée d'abord. On suit une piste et on exclut toutes les autres pistes. Or, le propre de la justice, c'est de partir du néant, mais simplement sur la base d'éléments objectifs et à partir d'une enquête qui ne peut pas être exhaustive parce que l'enquête se fait dans un délai de 48 heures, 96 heures, mais que le juge d'instruction qui a en charge le dossier puisse faire des actes d'instruction à charge et à décharge avec tous les moyens d'investigation à sa disposition. Mais si au départ vous ciblez une piste, cette affaire, il y a eu des antécédents, les villageois ont eu à tabasser, à menacer des coupures de route. Donc s'il y a des crimes postérieurement, ce ne peut être que ces villageois. Si vous partez
sur cette base, vous faussez tout. Et les personnes mises en cause ont ce sentiment d'être sacrifiées à l'avance, d'être considérées comme des coupables idéaux. Mais maître, vous citez tout le temps les villageois, mais parmi le lot qui a été transféré à Dakar, il y a un certain Ampoui Bodjan qui est quand même un chargé de mission du MFDC. Donc il y a quand même disons-le, je ne dirais pas un indépendantiste, mais il se réclame comme... Oui, je parle de la majorité des personnes arrêtées sont des ressortissants de Toubacouta, donc presque des environs de Bofa. Je ne dis pas que toutes les personnes arrêtées sont des villageois ou relèvent de la zone concernée, mais la base de l'accusation, c'est ça. Parce qu'on a exclu la thèse des indépendantistes. Il faut le dire de façon claire, on l'a exclu pour privilégier cette volonté des populations autochtones de s'opposer à la coupe du bois et qui a poussé à s'attaquer à ces coupeurs de bois. Mais ce n'était pas forcément la seule piste possible, je l'ai dit. En tout cas, c'est la conviction des personnes arrêtées. Eux, ils se disent... Ils ne nient pas qu'à certains moments, ces populations ne nient pas à certains moments, il y a eu des oppositions à cette coupe de bois. Certainement, il y a eu des dérives, de par même des incidents antérieurs. Mais par rapport à cette affaire, ces populations vous disent, nous n'avons pas tué. Maintenant, il aurait fallu, comme je l'ai dit, ratisser très large. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrations? Est-ce qu'il n'y a pas de l'instrumentalisation pour faire porter le dos à d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas même une volonté de déstabilisation de ce processus de recherche de la paix qui a été très avancé? Tout ça, les intérêts peuvent être très divers ou larges. Donc je dis qu'il aurait fallu, de mon point de vue, au départ, partir sur des bases beaucoup plus étanches de manière à pouvoir avoir certainement la réalité ou en tout cas la vérité des faits. Donc vous n'êtes pas fixé sur la date de l'audition sur le fond? Moi-même, j'ai eu au téléphone le juge il y a pratiquement un mois, mais il me dit que toujours il est en train de s'imprégner du dossier. Donc je peux dire que moi-même et tous les autres conseils, parce que qui sont davantage concernés par le fond, parce que moi, personnellement, je ne voudrais pas trop m'aventurer sur le fond, mais ce que je dis, quelle que soit la gravité des faits qu'on reproche à une personne, assurons-lui quand même un procès juste et équitable. Et ce procès juste et équitable passe par la possibilité d'être jugé dans un délai raisonnable. Et ce délai raisonnable, pour nous, ça concerne aussi bien la victime, une nouvelle fois, que la personne inculpée ou accusée, parce que la victime, on ne le dit pas souvent. On pense que quand on dit juger ces personnes, on se dit qu'on cherche à les défendre. Non, mais on défend en même temps la victime qui est aussi qui vit un traumatisme, un psychotraumatisme qui ne peut exorciser que quand cette victime saura ce qui s'est passé. Pourquoi ça? Pourquoi avoir tué mon père? Pourquoi avoir tué ma mère? Pourquoi avoir tué mon fils, mon épouse? La victime se pose ces éternelles questions qui ne pourront être résolues que par, évidemment, un tribunal qui aura tranché les faits. Donc tout ça, c'est important. C'est pourquoi cette revendication s'adresse aussi aux victimes qui souhaiteraient savoir ce qui s'est passé. Mais c'est la personne qui est détenue et qui se dit que je n'ai rien fait a encore plus de raisons d'exiger d'être jugé dans un délai raisonnable. C'est pourquoi, une nouvelle fois, je pense qu'on doit faire en sorte que cette affaire puisse être jugée dans les délais raisonnables. Et s'il y a des coupables avérés, qu'on les condamne. S'il y a des innocents, qu'on les libère. Dans tous les cas, que nous travaillons pour que ces dysfonctionnements, ces conflits, ces atrocités ne se reproduisent plus dans notre société. Parce que la finalité de la justice, en réalité, c'est de permettre une société paisible. Et on ne le dira jamais assez, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas des conflits sociaux, des dysfonctionnements, des actes asociaux, mais le repentir actif, l'amendement et la resocialisation sont également des données poursuivies par la justice. Et tout cela n'est possible que quand on saura ce qui s'est passé. Et c'est même si la victime doit pardonner, c'est après avoir su ce qui s'est passé que la victime peut avoir un esprit de dépassement.